Bonjour chers auditeurs de Radio Nébia, vous êtes sur les Carnets du Feu. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Bosseur, que j'enjoins à se présenter. Bien bonjour, merci pour votre accueil. Oui, alors je suis Frédéric Bosseur, je suis ingénieur de recherche CNRS à l'UMR SPE, Sciences pour l'environnement de l'université. Et je suis ingénieur de recherche en informatique et calcul scientifique, avec une spécialité également dans le domaine des SIG et de la gestion des données géomatiques. C'est quoi SIG et c'est quoi des données géomatiques? Alors SIG, c'est les systèmes d'information géographique. C'est un monde assez vaste qui regroupe pas mal de choses. Disons que c'est un outil, le SIG, on peut le voir comme un outil, qui est un outil de gestion de base de données, mais de base de données un petit peu particulière parce que les données qu'on va gérer, ce sont pas des données qu'on classe dans des tables, mais qui ont aussi un rapport avec le territoire. Ce sont des données géographiques qui ont une implantation territoriale. Et donc le SIG, en gros, c'est un logiciel de base de données, mais qui intègre aussi une représentation cartographique de ces données. Et donc il y a une interaction forte entre la représentation tabulaire, sous forme de base de données classique, et la représentation spatialisée de ces données. Donc en gros, ça permet en même temps d'avoir une fiche Excel, pour parler vulgairement, et en même temps d'avoir des représentations graphiques. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez tout bien assimilé. Et donc c'est des outils en fait qui sont intéressants parce qu'ils permettent des analyses qui peuvent être même assez fines et assez poussées, beaucoup plus qu'un simple tableur Excel, mais qui est très utile aussi, et beaucoup plus qu'un simple logiciel de cartographie, parce qu'on est relié à justement une donnée tabulaire, une donnée de base de données, donc qui va nous fournir beaucoup d'informations aussi sur le territoire. Donc c'est un outil qui est très utilisé dans les domaines liés à l'écologie, et également bien sûr à tous les domaines liés à l'aménagement du territoire. Et dans la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, forcément, surtout ce qui concerne les incendies, là où ils se sont déroulés, comment ils se sont déroulés, etc. C'est une méthode. Je vous ai coupé en plein milieu de votre présentation. Mais je vous en prie. Est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose? Non, je pense que j'ai tout dit. Alors, comment est-ce que vous intervenez dans le projet Goliath, du coup? Eh bien, alors j'interviens à plusieurs niveaux, on va dire. Le niveau le plus important, je dirais, de mon implication dans le projet. Je suis responsable de ce qu'on appelle un work package. C'est une action, un ensemble d'actions. Un groupe de travail. Un groupe de travail, on peut dire ça, oui, voilà, sur l'acquisition de données. Donc là, ça va être des données qui vont être de plusieurs types, des données donc là qui vont nous être fournies par aussi bien les physiciens ou les chimistes qui travaillent sur le projet, qui vont produire de la donnée expérimentale, de la donnée de l'expérience, des données de terrain, des données de laboratoire, ça peut être les deux, aussi bien que les données historiques ou anthropologiques, puisque dans le projet, il y a aussi un volet anthropologique et historique, ou des données qui me concernent moi plus directement, qui sont donc ces fameuses données géomatiques dont je vous parlais en préambule, qui vont être toutes les données liées au feu. Alors historique, pas historique au sens des historiens, mais historique sur 40, 50 ou même 80 dernières années, sur toutes les archives que l'on peut avoir sur en vraiment fait, le déroulement des feux. C'est jusqu'où remontent les archives, quoi. C'est un petit peu ça, mais d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'on s'est aperçu que dans la multitude de données qu'on pouvait récupérer sur les incendies, mais quand je dis les données, vraiment les données sur le déroulement de l'incendie, sur savoir d'où il est parti, comment l'incendie s'est développé et tout ça, on arrive à avoir des données qui sont quand même assez anciennes. On peut remonter assez loin, et dans tous les services qui travaillent au quotidien sur la gestion et la lutte contre les incendies, il y a pas mal de données qui sont stockées et qui demandaient à être intégrées dans un système accessible, plus englobant, et on travaille justement à essayer de créer une base de données qui soit cohérente et qui intègre toute cette connaissance pour éviter qu'elle ne soit perdue, quoi, toute cette connaissance d'experts qui pourrait être amenée à se perdre si quelque part à un moment donné on ne la numérise pas et on ne la stocke pas dans des bases de données qui vont bien, quoi. Alors la semaine dernière on avait reçu Gilles Guérini, enfin la dernière émission,
Et lui, il va même lui, il s'attarde plutôt sur le 19e siècle. Tout à fait, oui. Est-ce que du coup vous travaillez aussi avec lui, Alors, avec l'équipe d'historiens aussi? Tout à fait, oui. Alors bon, on en est encore un petit peu. Disons que le projet a débuté début 2020 avec un contexte qui a été un petit peu compliqué, vous vous en doutez bien. Donc là, on a justement une réunion demain avec eux où on va refaire un nouveau point. Oui, bien sûr. Vous leur passerez le bonjour. Ce sera avec plaisir, oui. Et oui, bien sûr, on travaille avec eux, avec les anthropologues. Donc chacun amène quelque part sa sensibilité, son point de vue. Et ses méthodes éventuellement. Ses méthodes, ouais, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes sources de données. Les historiens travaillent beaucoup sur les archives, donc comme vous le disiez, Gilles va remonter assez loin dans ses enquêtes sur l'histoire des feux. Les anthropologues vont plutôt s'intéresser eux vraiment à la signification anthropologique, sociologique de l'incendie, et plutôt aller voir à l'occasion de rencontres, de témoignages, d'enquêtes de terrain, de voir comment les gens finalement, il y a une mémoire sur les feux, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont interprété, comment ils l'ont, quelles sont même aussi un petit peu les légendes qui courent comme ça au cours des générations sur des feux passés. Nous, on est beaucoup plus, de notre côté, terre à terre sur vraiment l'endroit où ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Qu'il est passé, mais justement, le but, c'est d'essayer de donner du corps à ces données et de leur donner pas simplement la vision qu'on a, nous, scientifiques, l'habitude d'avoir, mais aussi d'intégrer une vision qui soit... parce que le feu, c'est quand même un phénomène qui balaye une palette de disciplines scientifiques qui est très très large. Déjà au niveau scientifique, sciences dures, j'aime pas ce terme, mais c'est un terme qui est assez compréhensible. Mais oui, moi non plus. Je comprends. Voilà, on peut étendre la compréhension pour une bonne compréhension du phénomène. On a tout intérêt à ne pas se cantonner à la simple explication scientifique. C'est bien d'avoir aussi le point de vue d'un historien, le point de vue d'anthropologue, pour savoir un petit peu comment ce phénomène... D'autant plus, a fortiori, quand un modèle... moi, justement, pour préparer un petit peu nos émissions, des carnets du feu, j'ai regardé des modèles et des modèles en action, donc qui regardent la propagation du feu sur un parterre d'arbres ou d'herbes sèches, etc. Et on voit du coup le feu se balader sur l'écran, etc., etc. Mais effectivement, ça tient pas compte de qu'est-ce qu'il fait partir, pourquoi est-ce qu'on le fait partir, est-ce que on a des broussaillers ou est-ce qu'on n'a rien fait parce que le terrain il était en indivision. Ouais, non, bien sûr, ça touche. Voilà, c'est ça. Mais bon, alors après il y a un aspect aussi économique qui est très important. D'impact de l'événement, d'impact de l'incendie. Donc tout ça, c'est vrai que on voit de suite que dès qu'on gratte un petit peu, on touche un panel de représentations qui vont bien plus loin que la physique stricte du phénomène, voilà. Et donc dans Goliath, on essaye d'avoir une vision qui soit plus large et donc d'intégrer. C'est pour ça qu'on a embarqué avec nous dans cette aventure un certain nombre d'historiens et d'anthropologues, voilà. Et ces données-là, donc en fait toutes les sciences dures qui ont vocation à faire des modèles, etc., vont devoir passer un moment par la base de données que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que cette base de données a aussi vocation à dépasser le cadre du projet Goliath, peut-être aller, je sais pas, servir on parlait pendant la dernière émission de l'ONF ou d'autres organismes comme ça, qui sont des organismes de protection de la forêt et qui pourraient, ou même les pompiers, etc., qui pourraient avoir intérêt à regarder par où est passé le feu, ou ce genre de choses. Tout à fait, oui. À la limite, j'ai envie de dire que c'est même plutôt vers ces personnes-là pour eux qu'on crée cet outil, justement pour qu'ils aient la possibilité, à un moment donné, sur un cas par exemple très pratique, de savoir, en un endroit donné, on sait qu'il y a à un moment donné un départ de feu, d'avoir la possibilité de regarder dans un périmètre à définir quels sont les événements passés qui se sont déroulés et quel a été le déroulé justement de ces événements, quelles étaient par exemple les conditions météorologiques du jour, quel a été le facteur aggravant, qu'est-ce qui a fait que le feu s'est développé ou pas ce jour-là. Vous voyez, c'est pour essayer de retrouver des similitudes et pour les aider dans leur quotidien d'opérationnel et pour les aider dans leur lutte justement pour avoir
mettre à leur disposition un certain nombre de connaissances sur un outil qui soit facilement transportable et avec des données qui soient facilement exploitable. Donc, voilà, oui, parce que finalement, oui, la numérisation, ça permet d'avoir un serveur quelque part et ensuite il faut une tablette ou un téléphone ou un ordinateur. C'est ça. Et en plus, c'est vrai que bon, c'est la problématique, elle est venue de discussions que les responsables du projet, comme Lucille, Jean-Louis Ross, Thierry Marchier, enfin tous les acteurs, les principaux acteurs de ce projet, qui sont très souvent au contact des opérationnels, donc toutes les discussions qu'ils ont pu avoir avec eux, il y a cet aspect qui est revenu souvent de dire ils sont en contact avec des responsables, pas que, mais aussi avec des responsables qui sont souvent des gens qui sont sur le terrain depuis 20, 30 ans, qui savent très bien qu'à un moment donné ils vont devoir passer la main et qui ont peur qu'à un moment donné, toute cette connaissance qu'ils ont acquis tout au long de leur carrière et tout au long des luttes qu'ils ont eu à mener contre l'incendie, ils ont peur que cette connaissance se perde. Et donc, il est pour eux fondamental qu'à un moment donné, on arrive à fixer ça dans une base pour que les générations futures puissent s'appuyer sur leur dire d'experts une fois qu'ils seront plus là. Donc, il y a vraiment la nécessité d'emmagasiner de l'information, de la stocker et de faire en sorte qu'elle soit accessible facilement avec tous les moyens modernes qui sont à notre disposition actuellement. Alors, ce type de réalisation, parce qu'effectivement, là, vous partez, entre guillemets, pas de zéro non plus, puisque justement, vous avez des archives. Oui, mais le fait de centraliser tout ça, et ensuite, j'imagine, de faire une interface lisible aussi pour tous les utilisateurs, etc. Ça, à la fin des fins, je pose une question un peu pratique, mais à la fin des fins, est-ce que ça aboutit sur quoi ? Un brevet, sur une application payante qui est privée ou qui est publique, qui appartient à l'université ? Comment ça se passe, ça ? Alors là, je vais pas m'aventurer dans tous les aspects juridiques, c'est pas trop mon domaine, mais il y aura effectivement un dépôt de brevet, une application. Après, le but, c'est de fournir cette application. Mais posé par qui ? Par l'université ? Oui, posé par l'université et ses partenaires, puisque dans le projet Goliath, il y a aussi une entreprise privée, la société Arobase, qui va développer l'application, et puis tous les partenaires. L'université de Marseille, etc. Alors l'université de Marseille qui intervient plus sur des aspects plus théoriques, mais par exemple les 2SDIS, qui seront effectivement, qui sont nos partenaires, l'ONF, le parc, qui sont les partenaires du projet. Donc eux, bien évidemment, auront à leur disposition cet outil et pourront l'utiliser. Alors après, maintenant, si on arrive à faire une application révolutionnaire qui pourrait être utilisée par d'autres SDIS, etc. À ce moment-là, on verra. Je sais pas. Moi, je vais pas gérer ces aspects-là, mais en tout cas, nos partenaires, eux, bien sûr, à partir du moment où c'est quasiment eux qui nous fournissent les données aussi, parce qu'ils sont eux fortement producteurs de données. Donc, les données qu'on utilise, ce sont les leurs que l'on va remettre en forme, que l'on va réharmoniser, que l'on va réorganiser de manière à ce qu'elles puissent être plus facilement exploitables. Mais la source de données, c'est quand même quelque part eux qui nous la fournissent. Donc forcément, eux vont y avoir un accès privilégié, bien sûr. D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale, d'autant plus que je l'ai dans la tête depuis ce matin. On va s'écouter Il Vente d'Oro de Jojo pour les amateurs. Très bonne idée.
Alors on est de retour. Alors je me posais une question. Vous n'avez à aucun moment la responsabilité de créer des modèles. Non, moi je travaille pas sur cet aspect-là du projet. Il y a des équipes qui font ça très bien. Et alors du coup, est-ce que créer des modèles avec des informations qui ne concernent quasiment que la Corse, est-ce que c'est bien pertinent si on a on va dire des prétentions qui dépassent la Corse? Sur les modèles de simulation, vous voulez dire les modèles de propagation? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que les modèles de propagation vont être quand même assez fortement liés à la topographie du lieu, à la végétation. Donc le facteur végétation, c'est un facteur qui est important. Mais pas que, ouais. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Voilà. Alors le vent, de toute façon, on va le retrouver partout. La topographie, elle va être variable, mais ça va être la même. C'est quelque chose de connu. Ou ça monte, ou ça descend, ou c'est plat. Voilà, et ça peut monter plus ou moins vite. Bon, mais ça, c'est des choses qui sont connues et qui sont universelles. Par contre, la végétation, ça, c'est un problème parce que c'est vrai que la végétation, on a fait des études. Alors pas moi directement, mais bon, ça fait quand même un certain temps que je travaille avec l'équipe Feu, donc je connais quand même leur thématique de recherche et les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. On s'aperçoit qu'il y a eu des programmes, par exemple, d'échange avec les chercheurs sardes, et c'est pas facile de retrouver vraiment des similitudes. C'est-à-dire, pourtant, on est quand même des îles assez voisines. Les végétations vont pas forcément se comporter tout à fait de la même manière. Donc, à un moment donné ou à un autre, il faudra quand même être quand on est dans le souci du détail, il faudra prendre en compte des aspects de qualité de végétation, de type de végétation qui sont vraiment très liés, très spécifiques. Après, ça, c'est des paramètres qu'on peut adapter dans les modèles. Après, le modèle peut être quand même beaucoup plus général, appliqué à des zones beaucoup plus vastes que notre simple territoire. Mais il faudra quand même garder à l'esprit que les modèles de végétation, par contre, eux, devront être adaptés vraiment au terrain sur lesquels on voudra utiliser le modèle. Mais bon, ça, c'est après les modèles, la capacité du modèle à s'adapter à différents terrains, ça fait partie du travail des modélisateurs et ils savent faire ça très bien. Oui, et disons que il suffit de mettre en paramètre quelque chose en particulier, c'est-à-dire, je sais pas, on pourrait imaginer un indice de propagation en fonction de la végétation. Exactement, voilà, c'est ça. Alors après, de toute façon, dans ce genre dans ce genre de discipline, il y a toujours des gens qui vont travailler de manière très fine sur des caractéristiques de végétation, mais vraiment au niveau du laboratoire. Et puis après, il y a des gens qui vont se charger d'exploiter ces résultats pour les sortir du laboratoire et les amener à une échelle. Alors, une échelle intermédiaire d'une petite parcelle, et puis après, de la petite parcelle, on va passer à une parcelle plus grande, à une vallée, et puis après, de là, on va monter une région. Donc après, il y a des facteurs d'échelle qui vont se propager, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Mais le but, c'est ça. Et après, c'est in fine d'arriver à avoir un modèle qui soit suffisamment robuste, suffisamment rapide aussi, parce qu'après, on peut pas, de toute façon, intégrer toutes les finesses de ce qui va être sorti du laboratoire. On peut pas directement le transposer à une échelle trop grande. Donc forcément, il y a des adaptations à faire. Et c'est le boulot du modélisateur, effectivement, ouais. Oui, j'imagine bien que du coup, ça vous, en tant que récolteur de données, vous laissez la responsabilité au prochain. Mais vous inquiétez pas, le prochain passera ici, on va le passer au peigne fin. Voilà. je vous laisserai ce soin. Promis. Mais alors oui. Donc du coup, on est d'accord que sur les informations que vous avez sont uniquement des informations tirées des territoires corses, hein. Là, sur le projet, moi, oui, toutes les données qu'on va récolter sont sur le territoire, oui. Et alors, tout à l'heure, vous disiez l'université de Marseille fait plus du théorique. Qui sont les principaux acteurs qui vous aident à vous? Vous aviez dit tout à l'heure, vous voyez un petit peu les historiens. Il y a aussi des entreprises qui travaillent avec vous. Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés dans quand vous allez dans des archives, est-ce que vous allez voir certaines en particulier? C'est-à-dire qu'on a essayé là depuis le projet. Où est-ce qu'on trouve ces infos, quoi? C'est ça que je veux dire. En fait, on sait que historiquement, en France, il y a une base de données qui s'appelle la base de données Prométhée, qui va recenser... Qui est nationale ? Qui est nationale. Alors nationale,
mais en fait qui est très centré sur le bassin méditerranéen et la Corse. Et qui en a la charge de ça? C'est l'entente qui est à Valabre. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les départements du sud-est, parce que c'est là en pratique que se passe la très très grande majorité des incendies sur le territoire national. Donc forcément, les données sont sur cette zone-là. Et donc ça, déjà c'était pour nous une base de données de départ. C'est-à-dire que la base Prométhée, c'est une base historique qui remonte jusque dans les années 70, où il y a énormément d'incendies. Normalement, en théorie, tous les incendies qui sont déroulés sont répertoriés dans cette base. Le problème, c'est que les informations qui vont être rattachées à ces incendies ne sont pas toujours sont pas tous homogènes. Toutes les informations contenues ne sont pas homogènes. Il y a certains incendies qui vont être très détaillés, d'autres qui le sont moins. Donc nous, le premier travail qu'on a fait, et qui a surtout été fait par un ingénieur d'études qui a été recruté sur le projet, qui est Camille Bell, ça a été de répertorier déjà, essayer de récupérer un maximum de données, en plus de la donnée Prométhée, parce qu'on sait tout n'est pas contenu dans la base de données Prométhée. Donc, il est allé voir les différents services qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire les SDIS, nos deux SDIS, la DDTM, et qui a la gestion locale de la base de données Prométhée, mais aussi l'ONF qui a énormément d'archives, dont certaines archives remontent très loin, bien avant. Donc là, ce sont des archives papier. Il a retrouvé des vieilles cartes sur lesquelles des agents de l'ONF à l'époque notaient à la main le déroulé de l'incendie, etc. Et ça, c'était vraiment des données qu'il a été très intéressant de répertorier, de numériser et d'intégrer à terme dans la base que l'on va construire. Donc on part d'une structure qui est un peu cadré, un peu connu, la base Prométhée, mais on va essayer d'y rajouter, et c'est ce qu'il a fait. Et donc, je peux déjà dire que la qualité du travail qu'il a réalisé est vraiment excellente, parce qu'il a essayé vraiment de tirer un maximum d'informations de toutes les données qui on connaît les services qui travaillent sur ces thématiques-là, on les connaît depuis longtemps, donc mais il a fallu aller sur place, il a fallu les rencontrer, il a fallu récupérer un maximum de données et surtout leur donner de la cohérence, parce que ces données on en parlait tout à l'heure, vous le disiez, c'est un exemple, mais pour certains c'était simplement une table Excel avec éventuellement 2 colonnes qui représentaient un point de départ d'un incendie en coordonnées GPS. Mais donc ça, il faut après les intégrer dans un SIG. Et puis c'est pas suffisant, il faut essayer de voir si on peut récupérer la météo du jour, si on a des informations. Alors après, en croisant les bases de données des différents organismes, il a pu voir que certains incendies avaient été traités de manière différente par différents services. Donc il a essayé de regrouper ces informations et de les valoriser en leur donnant une cohérence d'ensemble, quoi. Alors, sur ce travail, vous êtes 2, c'est ça? Il y a vous et Camille Bell? Voilà, sur cette partie-là, on est 2, exactement, oui. Est-ce que vous avez dû développer des nouveaux outils pour où on en a déjà eu besoin avant et du coup quelqu'un l'a fait? Non, c'est-à-dire que là, pour le moment, on a uniquement travaillé avec un logiciel SIG. J'ai voulu qu'on travaille sur un logiciel du domaine public, parce que je trouve que c'est important aussi. C'est un domaine disons qu'il y a de plus en plus de développements qui ont été faits en open source. Donc il y a un SIG qui fonctionne très bien et qui a l'avantage d'être gratuit, multiplateforme, etc., qui est de plus en plus utilisé en plus par beaucoup de services, y compris des administrations. Pour l'administration, incite beaucoup leurs agents à travailler avec ce genre d'outils. Donc là, on a utilisé des outils qui sont tout faits. Par contre, à terme, on aura en charge de créer un outil permettant d'interroger cette base. Une fois que la base de données sera construite via le SIG, entre autres, d'avoir un outil là qui sera développé en partenariat avec la société Arobase pour justement avoir un outil de terrain finalisé qui puisse être utilisé par les opérationnels aussi bien au bureau en prévention que sur le terrain en action de lutte, quoi. Alors vous avez du coup aussi de la prog de prévu, quoi. Oui, alors ça on va laisser ça à des professionnels aussi, parce que c'est pas forcément notre cœur de métier. C'est surtout l'interfaçage qui est compliqué. Ça c'est un vrai métier, et justement c'est vrai que les développements qui sont faits au laboratoire, c'est bien. On peut créer des prototypes qui soient performants, mais à un moment donné, il faut quand même que le passage vers des solutions finalisées soit
confier à des professionnels dont c'est vraiment le métier, quoi. Alors, tout à l'heure, vous parliez de sciences dures, en regrettant le terme, hein, je oui, j'aime comprends. pas ce terme. Oui, ça donne une espèce de hiérarchisation, ouais. c'est qui est très malvenu, qui est très malvenu. Et alors, mais vous n'êtes pas seul. Et sur un projet aussi grand que Goliath, il y a des départements qui sont très divers, comme on l'a vu et comme on continuera de le voir dans les carnets du feu. Sans avoir de mépris, c'est assez rare que les sciences dures, entendez les guillemets, hein, les sciences dures et les sciences molles travaillent ensemble. C'est vrai. Comment ça se passe ? Bah écoutez, et j'ai envie de dire presque entre guillemets. Pourquoi ? Si, parce que c'est important justement d'avoir cette analyse et le feu, comme vous le disiez justement tout à l'heure au début de l'émission, c'est vrai que c'est quand même un phénomène que l'on peut aborder sous tellement de thématiques différentes. J'ai envie de dire, pourquoi se priver d'avoir d'autres analyses ? Il y a quand même bien des facteurs. Alors bien sûr, on connaît les facteurs comme la météo, le vent, la pente, la végétation, etc. Ça, je dirais, c'est ce qu'on a l'habitude d'associer au feu, mais il y a énormément de facteurs anthropologiques, historiques qui rentrent en ligne de compte, et finalement on ne fournirait qu'une analyse un peu partielle en se contentant de le voir simplement sous le volet uniquement physique ou uniquement science, modélisation. Voilà, si on rajoute pas le facteur humain, quelque part à un moment donné, je pense qu'on se prive d'une part importante, et pour rajouter le facteur humain, qui mieux qu'un anthropologue ou un historien pour nous éclairer sur ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est intéressant. En plus, c'est aussi de voir, je pense que pour les pompiers, c'est aussi intéressant de voir quelle a été l'évolution. On a des témoignages qui sont assez anciens et qui permettent que Gilles a pu récupérer, ou que les anthropologues sont en train de récupérer, sur savoir comment 50 ans, 60 ans, 100 ans en arrière, on attaquait un feu. C'est même intéressant pour voir, on faisait pas que des bêtises à cette époque-là, hein. On n'a pas tout inventé ces 20 dernières années, donc c'est intéressant de savoir comment à l'époque c'était géré, comment les gens voyaient c'était souvent les gens du coin qui attaquaient l'incendie, donc ils avaient une connaissance pratique, une connaissance de l'incendie, et c'est intéressant de voir, il y a aussi peut-être des choses à trouver pour eux dans leur quotidien d'acteurs de la lutte, de retrouver un peu cette mémoire qui s'est un petit peu perdue. Donc c'est une manière où nous de remettre au goût du jour peut-être des pratiques anciennes ou des analyses qui vont donner du corps à nos analyses d'aujourd'hui, quoi. C'est ce que justement Gilles Guérine, il nous racontait ça à la dernière émission. Il nous disait que souvent, souvent quand les feux s'approchaient des villages, le fait que tout le monde ait son jardin, déjà isolait beaucoup le village des feux. Oui, c'est sûr. Ensuite, il y avait des points d'eau, etc. Donc il y avait des pratiques différentes qui faisaient... Alors c'est difficilement transposable. J'ai assisté une fois à une conférence très intéressante où la personne, le conférencier faisait un parallèle, parce que c'est vrai que nos générations, on est quand même terriblement sensibilisés sur le fait qu'il faut préserver la forêt, que la forêt est en danger, que le feu va détruire nos forêts, etc. Ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, il montrait que la forêt n'a jamais été aussi présente que de nos jours. C'est-à-dire que 40 ans, 50 ans en arrière, il mettait en parallèle une photo d'un village à côté, je sais plus si c'était Bel ou Bivario. Et finalement, on s'aperçoit que la forêt est en train d'étouffer ces villages. Ces villages qui étaient très cultivés à l'époque, donc forcément qui étaient naturellement protégés d'un incendie, du coup maintenant se retrouvent sous la menace de l'incendie parce que la forêt a énormément progressé et que finalement la forêt arrive aux portes du village. Donc ça, c'est quelque part, il y a une espèce de paradoxe, quoi. Hein. Tout à fait. Et puis il y a des choses. Enfin, moi j'ai pas mal discuté avec les anthropologues. Il y a des choses qui sont liées aussi à l'incendie, qu'on n'imagine pas. À un moment donné, on a beaucoup dit que les bergers mettaient le feu. Bon, j'aime pas qu'on accuse comme ça des gens. Ils le faisaient pas. Je veux dire, si des bergers mettaient le feu, les bergers ne mettaient pas le feu pour détruire. Les bergers ne mettaient pas le feu, ne sont pas mis à mettre le feu comme ça, juste pour le plaisir de le faire. Oui, c'est pas une pyromanie passagère. C'est pas de la pyromanie. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un contexte économique qui a été créé, qu'ils ont quelque part subi,
et qui les a amenés à devoir développer leur activité sur des zones beaucoup plus importantes que ce qu'ils avaient l'habitude de travailler. Il y a eu comme ça des processus... C'est pour donner une idée de thèse à des amis historiens, le feu comme outil de lutte anarchiste. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu des bouleversements économiques qui ont fait qu'à un moment donné, on a quelque part demandé aux bergers de travailler différemment et que la seule solution qu'ils avaient pour survivre, ça a été de s'étendre. Et pour s'étendre, naturellement, ils ont mis le feu. Ils sont passés à un moment donné d'un troupeau de 10 chèvres à un troupeau de 400 brebis. Forcément, c'était plus du tout la même culture, c'était plus le même travail. Et donc, ça a eu un impact fort. Ça, je sais pour en avoir discuté avec les anthropologues sur les enquêtes qu'ils ont commencé à mener. Je sais que c'est par exemple des aspects qu'ils vont aborder dans leurs analyses. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça doit être pris en compte dans notre conscience générale du rapport au feu et à l'incendie. Voilà. Alors, ce sera le mot de la fin. Déjà ? Eh oui, ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Très vite, ouais. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, moi ça va. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait pu continuer. Mais... On en fera une autre si jamais. Ah, moi ça me va. Un volet 2. Moi ça me va. Mais oui, non, là on arrive à la fin de l'interview. Très chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Normalement avec Lila Ferrat. Voilà. Alors on se retrouve le mois prochain.